Dans cette vidéo, je te donne 25 hacks pour mieux profiter du Japon. Un vrai hack de Tokyo, la sortie de métro. Deux personnes peuvent être à la même station, mais l'une sort par la bonne sortie et arrive en 2 minutes, l'autre se retrouve à marcher 12 minutes et à traverser des carrefours. Donc quand tu vas à un endroit précis, cherche la sortie la plus proche de ta destination. D'ailleurs, Google Maps te la donne souvent, donc faut vraiment faire attention à ce petit détail. Et ça change tout, surtout quand tu as chaud, qu'il pleut ou que tu as une valise. C'est un gain de temps, mais aussi un gain d'énergie. Et sur une semaine de voyage, ça fait une énorme différence. Dans certaines gares, c'est encore plus violent, tu peux sortir du mauvais côté et te retrouver séparé par une voie ferrée ou une grosse avenue, et devoir faire un détour énorme juste pour passer de l'autre côté. Ça arrive beaucoup dans les zones où la gare coupe la ville ou le quartier en deux. Le hack, c'est de vérifier le East-West Exit, ou le code précis de la sortie avant de sortir des portiques. Parce qu'une fois dehors, tu veux pas traverser facilement, et ça généralement c'est un truc que tu apprends à la dure. Donc tu anticipes 10 secondes et ça te permet d'éviter 15 minutes de marche. Si tu es de passage au Japon et que tu as envie de commander quelque chose en ligne sur un site comme Amazon Japan ou un autre site japonais parce que c'est moins cher, il y a un hack, c'est la livraison en combini. C'est hyper pratique parce que du coup t'as pas besoin d'avoir une adresse japonaise, t'as pas besoin d'être présent à l'hôtel, tu évites les réceptions qui refusent certains colis et tu peux le récupérer quand tu veux, même à 3h du matin. Concrètement, tu fais tes achats normal et au moment du check-out, tu choisis la livraison en combini et tu sélectionnes celui qui est à côté de ton hôtel. Le jour où c'est livré, tu reçois un code ou un message, tu vas au comptoir et tu récupères ton colis avec ton téléphone. Et le gros avantage de tout ça, c'est vraiment la flexibilité parce que même si tu pars sur une journée complète ou sur quelques jours, eh bien ils vont pouvoir te garder ça. Alors bien sûr, il y a une limite de stockage maximale, mais tant que t'abuses pas, normalement, il n'y a pas de souci. Petit hack plaisir, si tu fais Tokyo-Osaka en Shinkansen, tu as plus de chances de voir le mont Fuji si tu es assis côté droit dans le sens du trajet. Et inversement, Osaka-Tokyo, c'est côté gauche. C'est tout bête, mais si tu veux cet effet waouh, ça vaut le coup de choisir son siège. Après, le mont Fuji, est-ce que tu vas être capable de le voir ou pas? Ça va dépendre de la météo, est-ce qu'il va être capricieux? Ça va dépendre de toi et ta chance, ça, au final. Mais je trouve que c'est le genre de détail qui embellit encore plus l'expérience de voyage. Le petit émerveillement qui fait toujours plaisir. Au Japon, le combini, ce ne sont pas juste des snacks, il y a tout un rayon santé qui peut vraiment te dépanner. C'est pratique, surtout quand tu voyages et que t'es KO. T'as des gels énergétiques, des petites vitamines à boire, des boissons pour récupérer et même des trucs comme Lucon que beaucoup prennent avant ou après une soirée parce que c'est associé au foie et à la récupération. C'est marrant parce qu'ils ont vraiment des boissons qui sont surboostées, hein, full vitamines, citron, miel, gingembre, etc. Alors attention, c'est pas une solution miracle, mais quand tu sens que tu as un petit coup de fatigue ou tu sens que tu commences à attraper froid, ben, ça peut faire du bien. Le bon réflexe, tu prends ça comme un dépannage rapide et pas comme un traitement, et si tu as un vrai symptôme qui dure, là tu passes au drugstore ou au médecin. Mais pour tenir une journée et essayer de te sentir mieux, franchement, c'est utile. Les Depachika, c'est les sous-sols food des grands magasins, et c'est un hack trop sous-estimé. Tu peux te faire un dîner incroyable sans resto, sushi, bento, pâtisserie, plats régionaux, et la qualité est souvent très élevée. Le bonus, c'est qu'en fin de journée, il y a des réductions. Donc tu peux manger très bien pour moins cher. Et c'est parfait si tu es fatigué, si tu veux manger à l'hôtel, ou si tu veux te faire un petit pique-nique dans un parc. Le hack, tu y vas vers la fin de journée, tu regardes les stickers de réduction et tu composes ton repas comme un buffet. Autre chose essentielle quand on voyage au Japon, c'est de bien choisir son eSIM. Parce que je pense qu'en 2026, il n'y a pas grand monde qui utilise encore une Pocket Wi-Fi. Ça fait quand même un appareil supplémentaire à devoir garder sur soi et charger, donc c'est pas forcément très pratique. Pareil, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un pote de passage au Japon me dire qu'il avait chopé internet en prenant une SIM à l'aéroport. Ça, c'est des méthodes à l'ancienne. Non, aujourd'hui la majorité des voyageurs passent par l'option eSIM et ils ont raison. C'est une SIM digitale que tu installes directement sur ton téléphone en quelques clics avant ton voyage pour être connecté dès que tu atterris. Et moi je te recommande les eSIM de la Fly parce que tu peux choisir parmi plus de 200 destinations avec data illimitée. T'as de la data en 5G, donc pas de stress de te retrouver sans internet. Surtout à une époque où ils ont retiré le Wi-Fi public des combini. Si je leur fais confiance, c'est parce que c'est ce que j'utilise quand moi je vais à l'étranger et ils n'ont pas de frais cachés. Ils prennent aussi le temps de s'occuper de toi si t'as un souci avec leur service client dispo 24h sur 24. Et un truc sympa chez Olafly, c'est qu'une fois que ton forfait expire, ils ont une fonctionnalité appelée Always On, ça te donne 1 gigaoctet par mois en secours dans plus de 70 destinations. Pour les voyageurs longue durée, ils ont aussi un abonnement mensuel et ça peut être top si tu veux faire encore plus d'économies. Donc ce modèle d'abonnement, il se renouvelle mensuellement, il fonctionne dans le monde entier et il est idéal pour ceux qui sont des voyageurs à plein temps, genre les digital nomades, etc. Donc si toi aussi tu veux sécuriser ton internet au Japon, t'as 5% de réduction avec mon code promo JAPANIA sur les eSIM et 10% sur les plans Olafly si tu souscris pour 12 mois. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire, mon ami. Ça, c'est simple, mais sous-estimé si jamais t'es en rate de batterie, c'est ce qu'on appelle les charge spots et t'en trouves partout dans les combini au Japon. Pour environ 2 €, tu peux embarquer une batterie pour recharger tes appareils. Et le truc génial, c'est que tu peux l'emprunter dans un combini et le retourner dans un autre sans aucun souci. C'est trop bien parce que ça peut te sauver après une longue journée dehors, surtout au Japon où ton téléphone, c'est ton GPS, ton traducteur, tes billets, ton appareil photo, la totale quoi. Ça m'est déjà arrivé de sortir plusieurs fois toute la journée et ça sans batterie externe parce que j'avais envie de voyager
léger, et surtout parce que je savais que je pourrais trouver ces petites charge spots un petit peu partout dans tous les combini où j'irai. Donc je l'ai pris dans ce combini et on va aller le déposer autre part. Et regardez les amis, cette fois-ci on est au Family Mart et je vais déposer mon petit charge spot. Et voilà, c'est fini les amis. Incroyable. Aussi simple que ça. Beaucoup de touristes et même de résidents locaux pensent que pour s'acheter un ticket de Shinkansen, il faut obligatoirement le faire en passant par un guichet. En réalité, tu peux faire ta réservation directement avec l'application SmartX sur ton téléphone et te retrouver direct avec le billet sur ta carte de transport Suica ou Pasmo. Donc quand tu arrives à la gare, tu vas pas t'embêter à faire la queue ou quoi que ce soit. Tu vas directement au niveau des portiques, tu bipes ta carte Pasmo ou ta Suica, ça va te sortir ton petit reçu de Shinkansen où juste dessus il y aura d'indiquer ta place, ton wagon, etc. Et puis ensuite tu embarques dans ton train tranquille et tu vis ta meilleure vie. Tu vas pas t'enquiquiner à faire la queue pendant 15, 20, 30 minutes au niveau du guichet des grandes stations comme Shinagawa ou Tokyo. Non, là c'est fluide, c'est bien. Et même pareil quand tu rentres de week-end, tu vois, par exemple, je sais pas si tu rentres de Osaka ou de Kyoto pour Tokyo, tout le monde rentre en même temps. Tout le monde va faire la queue au guichet, donc du coup tu vas mettre du temps à choper un ticket et surtout tu vas devoir certainement laisser passer plusieurs Shinkansen pour avoir une place assise. C'est quand même plus agréable de prévoir ce genre de choses et de pouvoir voyager de façon légère dans son esprit, ça t'enlève une certaine charge mentale. Hors examen médical, je ne suis jamais allé chez le docteur en 10 ans de Japon. Quand tu as un souci de santé léger au Japon, le hack c'est d'aller au drugstore. Ce serait l'équivalent de nos pharmacies à nous, mais dans laquelle tu retrouves aussi des produits d'entretien, de la bouffe et plein d'autres choses. Dans beaucoup de ces drugstores, tu as du personnel formé qui peut te guider si tu décris clairement tes symptômes. C'est tout simple, tu as juste à leur partager tes symptômes en anglais ou en utilisant Google Trad, genre j'ai mal à la tête, à l'estomac, j'ai de la toux, j'ai le nez bouché, ce genre de choses. Et eux en fait ils vont être capables de te donner un médicament en fonction de tes symptômes. Voilà, tout simplement, et c'est quand même mieux que de prendre un médicament random juste en se basant sur le packaging. Par contre, si ça dure, si tu as de la fièvre ou si tu es inquiet, là c'est quand même mieux de consulter. Mais pour les petits bobos de voyage, c'est souvent le meilleur rapport simplicité-efficacité. Si tu veux des toilettes propres et tranquilles, le hack c'est d'aller dans les centres commerciaux et de monter. Plus tu montes, moins il y a de monde et plus c'est propre. Les toilettes du rez-de-chaussée sont les plus utilisées. Celles des étages supérieurs, parfois tu as carrément des espaces stylés, silencieux, avec des zones pour se recoiffer, etc. C'est aussi un hack pause si tu veux te rafraîchir, te poser 2 minutes et repartir. Sur une journée longue, c'est un vrai reset. Si jamais tu es de passage dans un gros quartier et que tu sais pas où manger le midi, je te conseille d'aller suivre les salarymen. Voilà, ce sont ces personnes en costume qui, pendant leur pause déjeuner, vont généralement manger dans des bons petits restos, des bons petits bubis. Ce sont des locaux, donc ils connaissent un peu les bons bails. Ils vont pas forcément aller dans les trucs éclatés au sol ou très touristiques. Donc je te conseille de les suivre. Ce sera généralement pas forcément très cher et surtout très bon. Donc voilà, ça c'est testé, approuvé. J'ai déjà fait plusieurs fois et j'ai rarement été déçu. Le cheat code ultime du touriste au Japon, c'est l'envoi de valises entre les hôtels. C'est ce qu'on appelle souvent le takyubin. Au lieu de traîner ta grosse valise dans le métro, dans des escaliers ou dans des gares bondées, tu l'envoies à ton hôtel suivant et tu voyages léger avec un petit sac à dos ou autre. Tu fais ça à ton hôtel depuis un comptoir de transporteur ou parfois même depuis un combini selon la taille de ce que tu as envoyé. Tu remplis une étiquette, tu indiques l'adresse de ton prochain hôtel et eux s'occupent du reste. Ça coûte pas forcément très cher, une petite dizaine d'euros par bagage. Résultat, ta journée devient 1000 fois plus agréable, surtout si tu dois changer de ville, prendre les transports avec tes valises et que tu es chargé, c'est franchement pas évident. Et puis tu t'imagines si en plus c'est l'été avec l'humidité et la chaleur, tu vas être en sueur avec des trucs lourds et tout. Non, franchement, faut se simplifier la vie. Avec le takyubin, le plus important c'est le timing. Souvent ça arrive le lendemain ou le surlendemain selon la distance. Donc tu gardes sur toi une petite affaire de rechange juste au cas où. Mais franchement, quand tu l'as testé une fois, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça, c'est un hack très Tokyo, dormir dans un spa type l'Aqua. L'Aqua, c'est un complexe avec des onsen, des saunas, des espaces relaxation, etc. Tu payes une entrée, tu as accès à tout ça dans une ambiance très propre et tu peux même y passer la nuit. C'est souvent moins cher qu'un hôtel à la dernière minute et c'est une expérience très japonaise. Évidemment, ce n'est pas le confort d'une chambre privée, c'est un espace de repos partagé, mais pour une nuit d'urgence ou pour l'expérience, c'est vraiment top. Le hack ici, c'est que ça peut t'économiser ton budget. Voilà, au lieu de payer un hôtel super cher, surtout si c'est le week-end, hop, tu dors dans ton spa, tu profites de tes bains et tu te relaxes bien comme il faut et t'es frais pour le lendemain. Les Kairo, c'est l'un des meilleurs hacks l'hiver au Japon ou même le printemps quand il fait encore un petit peu frisqué. Ce sont des patchs chauffants que tu actives en les sortant du paquet et ils chauffent pendant des heures. Tu en as pour les mains, pour la
la nuque, pour le dos, pour le ventre, et même des versions pour les pieds qui se collent dans la chaussure. Le truc insupportable quand tu viens au Japon, c'est quand il fait trop froid dehors, mais une fois que t'es en intérieur, genre dans le métro ou dans un magasin, t'as trop chaud. Et ça, pour le coup, ça te stabilise. Le hack, c'est de ne pas les coller directement sur la peau si c'est un modèle adhésif. Tu le mets sur un vêtement, sinon ça peut t'irriter. Et c'est aussi génial si tu passes ta journée en extérieur ou que tu te retrouves à faire la queue dans le froid à Disney ou Universal Japan et que tu peux pas trop bouger. Ça coûte quelques centimes, t'en trouves partout et c'est toujours plus agréable de profiter de ta journée sans souffrir du froid. L'été au Japon, c'est un autre sport. Entre la chaleur et l'humidité, tu transpires vite et tu peux te sentir collant en permanence, ou tu peux sentir tout court. Heureusement, le Japon a la solution, ils ont l'arme ultime, les lingettes rafraîchissantes. Tu passes ça sur la nuque, les bras, le visage si c'est adapté et tu repars avec une sensation de reset. Certaines lingettes ont un effet mentholé très fort, donc si tu n'aimes pas, prends une petite version un peu plus soft. Et le truc, c'est que ça t'aide mentalement parce que tu te sens plus propre, tu peux monter dans le train, tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un et le tout sans te sentir gêné de sentir la transpiration. Les Japonais, ils ont souvent une petite serviette avec eux aussi, donc si tu réussis à avoir les deux, tu passes direct en mode local. Et pour les touristes, c'est une petite astuce qui peut rendre l'été beaucoup plus supportable. Si tu es une pince et que tu veux économiser une vingtaine d'euros par trajet de Shinkansen, le hack, c'est de prendre le Kodama. Tout le monde prend le Nozomi parce que c'est plus rapide, le Kodama s'arrête plus souvent, donc c'est un chouïa plus long, mais du coup, c'est moins cher. Et il y a un deuxième bénéfice, parfois c'est moins bondé, donc c'est un peu plus confortable. Tu payes moins cher, mais tu perds un peu plus de temps, donc à toi de voir ce qui est le plus important à tes yeux. Par contre, les billets du Kodama, il faut les prendre à l'avance, au guichet à ticket d'une grosse station ou en ligne. Et ça, vous pouvez le faire sur l'application Smartex, encore une fois. Si tu cherches à éviter le porc, l'arachide ou si tu as une quelconque allergie, le hack, c'est de toujours vérifier les ingrédients et ça de façon proactive. Parce que le porc peut se cacher dans les bouillons, les sauces peuvent contenir de l'alcool et certains produits ont des traces d'arachide. Beaucoup d'emballages ont des listes d'allergènes et sinon tu peux demander au staff. Du coup, quand tu vas au restaurant et que tu commandes un plat, je te conseille de demander si le bouillon ou la sauce contiennent cet allergène. Et au moins, comme ça t'évitera les mauvaises surprises. Petite anecdote en rapport avec le sujet, une fois je suis allé dans un restaurant, un petit bubu tenu par une grand-mère qui a été adorable. Il y avait une petite omelette qui me faisait de l'œil. Donc je lui commande cette omelette, mais juste avant je lui demande, il n'y a pas de porc. Elle me confirme que non. Sauf qu'au moment où le plat arrive sous les yeux, je vois il y a pas mal de petits morceaux rosés disséminés un petit peu partout là dans l'omelette. Et moi je me dis tiens, c'est bizarre. Donc du coup je lui demande et elle me dit bah, c'est du bacon. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un souci avec ça? C'est pas du porc. Mais de toute façon je peux pas lui en tenir rigueur, c'est moi qui ai des restrictions alimentaires, donc je peux pas imposer ça au Japon. Donc le message que j'ai envie de vous passer, c'est bon bah vu que quand vous arrivez et que vous avez des allergies ou des restrictions alimentaires liées à votre culture ou à votre religion, malheureusement, les Japonais, eux, ils connaissent rien de tout ça, donc c'est à vous de faire les efforts supplémentaires, histoire d'éviter un petit peu les chemins minés, et au Japon, il y en a. Mais de toute façon, il y a toujours moyen de bien s'en sortir. Si vous faites attention, vous demandez avant, vous vérifiez les ingrédients et tout, il n'y a aucun souci, il y a toujours de toute façon plein d'alternatives possibles. Tout le monde pense au coin locker dans les gares, mais le vrai hack, c'est de savoir qu'il y en a aussi dans les malls ou les complexes commerciaux. Si tu arrives dans une grande gare et que tu vois que tout est complet, au lieu de paniquer, tu vas dans le centre commercial qui est connecté à la gare et là-bas, normalement, tu vas en trouver beaucoup plus de disponibles. Ça te sauve une journée quand tu veux visiter sans valise. Deux trucs. 1. Les tailles sont très variables, donc si tu as une grosse valise, repère les casiers larges. 2. Certains lockers prennent du cash et d'autres prennent uniquement la carte IC, la carte de transport. Et surtout, essaye de bien retenir l'emplacement parce que dans les gros complexes, c'est assez facile de se perdre, donc limite, n'hésite pas à prendre une photo du numéro de ton casier ou du couloir dans lequel se trouve le coin locker. Ça peut paraître bébête, mais vraiment en fin de journée, si ça peut t'éviter 20 minutes de stress à essayer de trouver où est-ce que c'était, c'est toujours ça de prix. Un hack très japonais, dans certains combini, tu peux te faire un café, un latte ou un smoothie custom en self-service. C'est bien mieux que les boissons que tu trouves dans les distributeurs ou même en rayon dans les combini. On est sur du niveau qui se rapproche d'un vrai café. Tu prends ton gobelet au rayon, tu payes à la caisse, puis tu vas à la machine et tu remplis. Pour les smoothies, parfois tu récupères un gobelet congelé au freezer, tu le mets dans la machine et ça te fait un vrai smoothie. C'est rapide, c'est pas cher et honnêtement parfois meilleur que ce que tu imagines. Le piège, c'est de ne pas appuyer sur le bouton qui correspond au gobelet que tu as acheté. Et regarde bien les instructions parce que selon l'enseigne du combini, le process il peut un petit peu changer. Petite histoire insolite qui s'est déroulée dans la campagne japonaise, il y a un papy japonais qui s'est fait arrêter parce qu'en fait à chaque fois il achetait des petits cafés, mais sauf qu'il se le remplissait avec la taille au-dessus. Donc il a utilisé ce stratagème pendant plusieurs mois avant de se faire coincer par son combini et
du coup arrêté par la police. Donc il n'y a pas de petites infractions au Japon, même pour 20 centimes, tu vois, tu te fais arrêter. Ça paraît évident, mais énormément de gens oublient qu'il est possible de se faire détaxer ses achats dans plein de magasins au Japon. Tous vos souvenirs, goodies, nourriture, cartes, etc. Et pour le tax-free, il te faut ton passeport physique. Une photo, ça ne suffit pas. Si tu prévois du shopping en venant au Japon, n'oublie pas d'avoir ton passeport sur toi, c'est quand même mieux d'éviter de payer les choses plein pot et ça te permettra de faire des petites économies. Que ce soit une dizaine d'euros, une centaine d'euros, en tout cas, ça fait toujours plaisir, surtout à une époque où tout coûte beaucoup plus cher. Le truc, c'est que moi, quand je rentre à chaque fois en France, je me fais détaxer les différents achats que je fais. Et à la fin, sur ma facture, ça me fait une bonne centaine d'euros au moins. Je crache pas dessus. Au Japon, on retrouve l'équivalent des Vélib. Ici, c'est ce qu'on appelle des loops. En fait, ça consiste à des vélos ou des patinettes électriques que tu peux louer. Donc, c'est une alternative sympa au transport en commun. C'est une belle façon de découvrir les villes. Sauf que normalement, c'est pas donné. Sauf qu'il existe des passes où tu peux acheter un code sur Amazon pour faire de grosses économies, comme son pass 3 heures pour l'équivalent d'environ 5 euros. Je l'utilise souvent, je trouve que c'est un bon format, tu profites de l'extérieur tout en enchaînant les spots sans te fatiguer. Faut juste faire preuve de prudence, rouler tranquille sur les voies à vélo dès qu'il y en a et faire attention aux zones piétonnes. Découvrir une ville comme Tokyo à vélo, ça t'offre une expérience encore différente de celle que t'as en temps normal. Un truc essentiel quand vous venez au Japon, c'est de vous renseigner sur les festivals, les matsuri qu'il va y avoir au moment où vous venez. Parce que j'entends trop de gens qui viennent et qui passent à côté de festivals alors qu'ils sont ici au Japon au même moment. C'est dommage parce que ce sont des moments exceptionnels à passer ici. C'est vraiment des expériences authentiques et des choses qui vous marqueront sur votre voyage. Et des matsuri au Japon, il y en a des milliers et des milliers, donc il y a de grandes chances pour qu'il y en ait un au moment où vous venez. Donc renseignez-vous, c'est très facile sur internet. Vous pouvez demander à ChatGPT, vous pouvez même aller sur le site d'Ichiban Japan, il recense vraiment beaucoup de matsuri, il a même son e-book avec plus de 600 matsuri. Donc vous avez de quoi faire les amis, donc renseignez-vous avant de venir et vous allez voir, vous allez vivre des expériences de fou. Un truc que les touristes découvrent trop tard dans le Shinkansen ou dans le train, c'est que l'espace bagage n'est pas illimité. C'est-à-dire qu'en fonction de là où tu vas être placé au niveau du wagon, eh bien ton expérience elle va être différente. Si tu arrives avec une grosse valise, tu veux éviter de bloquer le passage ou de stresser parce que t'as pas assez de place. Donc le hack, c'est d'anticiper et de choisir le bon siège wagon si tu sais que tu vas être chargé. Dans les trains, certaines zones ont des espaces bagages dédiés et certains sièges sont plus stratégiques. Résultat des courses, tu voyages tranquille et t'évites d'être cette personne qui se retrouve à galérer au milieu de tout le monde avec cette grosse valise que tout le monde regarde en fait. Donc ça a l'air de rien, mais sur un long trajet, ça change quand même ton expérience. Au Japon, les morning sets sont un hack génial parce que tu commandes ton café et t'as un petit déjeuner complet pour quasiment rien de plus. Souvent c'est toast, œufs, salade, petit dessert parfois et c'est entre l'ouverture et 11 h environ. Beaucoup de touristes ratent ça parce qu'ils vont soit direct au combini, soit chercher directement un brunch assez cher. Le morning set, c'est une expérience locale que vous pouvez parfois vous faire dans des cafés modernes, mais c'est surtout valable dans les cafés rétro qu'on appelle les kisaten. Ces petits cafés un petit peu old school, vous avez une vibe de l'ère Showa. C'est très agréable, ça coûte pas cher. Pour moi, c'est l'une des meilleures façons de débuter la journée, surtout le week-end, quand j'ai un petit peu de temps. J'y vais, je m'y pose, je mange pour pas grand-chose. Et je suis prêt pour une longue journée à profiter. Voilà. Les touristes cherchent souvent à se faire l'expérience d'un vrai onsen en venant au Japon. Sauf que le problème, c'est que la plupart des vrais bons onsen sont souvent à la campagne japonaise. L'autre alternative pour se faire une expérience assez similaire, c'est le sento de quartier. Ça, c'est du vrai Japon du quotidien. C'est pas forcément l'expérience carte postale que tu imagines du onsen avec un bain en extérieur, avec une vue sur la nature, mais ça reste une expérience très authentique où tu peux profiter d'une vraie routine locale. T'en as dans plein de quartiers à Tokyo et pour quelques centaines de yens, tu vis un moment plus vrai que dans un spot touristique blindé. Un conseil simple mais utile, c'est que plus un restaurant est spécialisé, plus tu as de chances de bien manger. Quand tu vois un menu qui fait ramen, plus sushi, plus curry, plus tonkatsu, plus pizza, méfiance. A l'inverse, un petit resto qui se spécialise dans le katsu ou les soba et basta, souvent c'est très solide. Ça tient à la culture, on perfectionne un truc. Donc l'astuce, c'est de choisir par spécialité. Si t'as une envie de soba, tu vas dans un restaurant de soba. Si t'as une envie d'unagi, tu vas manger ton unagi dans un restaurant d'unagi. Tu vas pas le manger dans un izakaya random. Donc voilà, si tu suis cette règle, en général, tu vas payer le bon prix et surtout, tu vas avoir une expérience qui est plus vraie. Dans les restos, au lieu de lutter avec un menu interminable, demande Osusume wa nan desu ka. Voilà, ça veut dire quelle est votre recommandation. Souvent, le staff te donne le plat phare, celui qu'ils font le mieux, et tu passes instantanément en mode local. Ça marche particulièrement bien dans les restos spécialisés et sont fiers de leur plat signature et vont te le proposer. Et même si tu parles pas japonais, tu as juste à dire Osusume plus montrer le menu. Et là, ils vont comprendre et ils vont pouvoir t'aider, t'aiguiller. Donc c'est une meilleure façon pour mieux manger, éviter de te tromper et avoir les petites recommandations du chef.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout pour le watch time. Hein. Je vous ai à l'œil. Hein. Mais voilà, j'espère qu'il y a au moins un ou deux hacks qui vous seront utiles. N'hésitez pas à partager les vôtres. Je pense que ça peut toujours être utile pour les autres, pour les personnes qui lisent la section commentaires. Donc voilà, encore une fois, moi je vous dis merci de votre fidélité, merci de votre soutien, de votre force. Merci pour tout. Merci à la vie. Et encore une fois, avant que je commence à dire des bêtises, je vous dis merci, tchou tchou, bye bye. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.